Donc on va parler un petit peu de géologie. Donc pour commencer, on va cadrer les choses. Aujourd'hui, la production mondiale d'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que 89% de l'énergie qui est consommée à l'échelle mondiale, c'est du fossile. Donc on a parlé le pétrole, le charbon, l'uranium, le gaz. Voilà, ça c'est les 4 grandes familles. Donc le renouvelable, c'est à peine 10%. Donc c'est vraiment, c'est peanuts aujourd'hui. Ça c'est pour cadrer. Pour commencer à parler de ça, on va parler de quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen. C'est un économiste, un physicien. En fait, il est considéré comme le père de la décroissance. Alors, dans les années 70, il a mis en avant quelque chose de révolutionnaire et d'absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il a mis la thermodynamique comme au cœur de la compréhension du système économique. Comme je disais, il a double casquette, physicien économique. En fait, ce qu'il a fait, c'est très simple. C'est la thermodynamique, et notamment si on prend la loi de l'entropie, elle nous dit que quand on passe d'une forme d'énergie à une autre, les changements sont unidirectionnels et irréversibles. Ça, c'est des lois fondamentales de thermodynamique. Et lui, il a dit, c'est à partir de ça qu'on comprend le fonctionnement du système économique. Donc c'est un peu barbare ces thèmes, vous allez voir, c'est très simple en fait. Si on prend un morceau de charbon et qu'on le brûle, à la fin, on obtient un tas de cendres. On est donc passé d'une forme d'énergie à une autre. Et c'est là où on comprend que le changement est à la fois unidirectionnel et irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus obtenir d'énergie à partir de ce tas de cendres. Et comme on l'a vu, ce que ça veut dire, c'est que les énergies fossiles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Or, notre système économique est basé sur ces énergies fossiles. Qui plus est dans un système de croissance, parce que pour être en situation de croissance, il faut produire toujours perpétuellement que l'année précédente, ce qui ne peut se faire qu'en puisant toujours plus dans ses ressources limitées. Donc, à partir de là, on comprend bien que la croissance ne peut être qu'une impasse. Donc ça, c'est ce que nous dit Nicolas Georgescu-Roegen. On est déjà dans les années 70. Donc il nous dit qu'il faut il met aussi l'accent sur la pollution, mais on y reviendra après. Quand on dit que les réserves sont limitées, si on veut pouvoir appréhender d'une façon assez claire notre futur, il faut donc mettre en relation le stock qui est présent avec la vitesse à laquelle nous consommons ces énergies. À partir de là, si on parle donc en consommation constante, il nous reste 50 ans de pétrole, 50 ans de gaz naturel, 100 ans d'uranium et 110 ans de charbon. 50 ans de pétrole, c'est rien. Ça, il faut être assez clair là-dessus, ça paraît énorme, mais avec tout... Le pétrole, c'est tout. On y reviendra dans quelques instants, mais c'est vraiment ce qui structure en profondeur nos sociétés. Et 50 ans pour changer cette ressource qui est pratiquement l'intégralité de ce qui structure nos quotidiens, c'est très 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 restreint comme échelle temporelle. Donc c'est d'autant plus important de comprendre ça que là on parle de réserve en consommation constante. C'est-à-dire que c'est calculé sur la base de consommation actuelle. Or aujourd'hui nous sommes à peine plus de 7 milliards sur la planète. D'après les études démographiques, l'ONU estime qu'en 2050 nous serons 9,6 milliards. C'est-à-dire que ces échelles temporelles, quand on parle de 50 ans de pétrole par exemple, on ne prend même pas en compte les 2 milliards d'êtres humains supplémentaires qui vont arriver d'ici 30 ans et qui bien sûr vont avoir un impact sur les réserves énergétiques. Donc par rapport à ça, on peut se dire, c'est vrai, mais le renouvelable va pouvoir prendre le pas des énergies fossiles, donc il ne faut pas forcément s'inquiéter. En tout cas, ça fait partie du discours dominant qu'on essaye de nous transmettre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie renouvelable a aussi d'énormes limites. Et la principale, c'est que le renouvelable ne peut fonctionner que sur la consommation de métaux. Par exemple, pour faire de l'électricité à partir du solaire, on va installer des panneaux qu'on appelle CIGS. On les appelle CIGS parce qu'ils sont faits de cuivre, d'indium, de gallium et de silicium. Si on prend les réserves de cuivre, par exemple, qui rentrent donc dans la constitution des panneaux CIGS, en consommation constante, il nous reste 23 ans de stock. De la même façon, si on prend les éoliennes, pour les fabriquer, on a besoin d'argent. Alors, bien sûr, elles coûtent de l'argent, mais on a aussi besoin de l'argent, le métal, pour les faire fonctionner. Pareil, encore une fois, en consommation constante, les spécialistes estiment qu'on se rend dans des situations de pénurie d'argent d'ici 2030. Donc, c'est demain. Donc, il faut bien comprendre que les limites géologiques ne permettront jamais
de badigeonner la Terre de panneaux solaires ou d'éoliennes. Dans les deux cas, comme pour les ressources fossiles, les limites géologiques prévalent et nous ne pouvons pas, d'un simple claquement des doigts, passer d'une forme du fossile au renouvelable. Sinon ce serait trop facile et on ne se prendrait pas la tête avec les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Encore une fois, pour bien comprendre le futur qui nous est promis, il faut toujours prendre le stock qui nous est disponible et la vitesse à laquelle nous le consommons. Nos systèmes socio-économiques sont complètement fous de ce point de vue. Pour bien comprendre les choses, sur les 60 métaux que nous utilisons à l'échelle industrielle, 50 sont menacés de pénurie à court ou moyen terme. Donc c'est pas comme si on avait des problèmes ponctuels sur quelques métaux et en se disant l'efficience technique permettra de les remplacer. Quand sur les 60, il y en a 50 qui sont en situation de pénurie, forcément c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir. Il faut le revoir d'autant plus urgemment que notre système est fou. La démesure, c'est vraiment ce qui le caractérise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour, en métal, nous consommons l'équivalent de 500 tours Eiffel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Paris dernièrement, mais quand vous êtes en face de la tour Eiffel, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. 500 tours Eiffel chaque jour. Avec ça, on sait qu'en une génération, nous devrions extraire du sol une quantité supérieure de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité, en une seule génération. Donc on voit bien que la démesure de nos systèmes de consommation fait que nous nous enfermons dans une impasse. Un petit point, on peut en fait penser que le recyclage peut nous permettre de desserrer un peu l'étau. Alors oui, c'est vrai, le recyclage permet un peu de desserrer cet étau, mais souvent quand on parle de recyclage, on fait une erreur assez fondamentale, c'est-à-dire que le recyclage ne permet pas aux métaux les plus nobles d'avoir la même utilisation que ce que leur permettait leur première vie. Par exemple, si on prend les aciers alliés dans l'aviation mondiale, une fois qu'ils ont fait leur vie, quand on les recycle, ces aciers, ils vont servir comme de rond à béton dans le bâtiment. Ils ne vont jamais resservir comme leur premier usage. Et donc les métaux nobles, certes ils sont recyclés, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus basique. Et aujourd'hui, pour faire du high-tech, on a besoin de métaux très précieux et très purs. Le high-tech, et dont font partie les renouvelables, le renouvelable est totalement associable à tout ce qu'on nomme le high-tech. En fait, il a besoin pour marcher d'une énergie et de métaux d'une grande pureté, donc le recyclage exclut les métaux pour ses usages. Donc on voit bien que l'étau se resserre et nos modes de vie vont changer. On peut s'en rendre compte si on revient à la question du pétrole, parce qu'avec la pétrochimie, le pétrole est partout. Par exemple, pour faire un ordinateur portable récent, c'est 672 litres de pétrole. Faire une maison de 100 mètres carrés en parpaing, c'est 19 000 litres de pétrole. Un jean, c'est 25 litres. Donc tout ça, il va falloir le changer. On peut comprendre encore le sens des modifications qui vont frapper nos existences avec la question de la mobilité. Parce que vu que les voitures marchent au pétrole et qu'on n'en a presque plus, il va falloir faire autrement. Alors on peut penser qu'il y a les voitures électriques ou les voitures à hydrogène. Bien sûr que ces véhicules existent. On n'aura jamais assez de cobalt, de lithium ou de platine pour généraliser des centaines de millions de véhicules. Aujourd'hui, le parc automobile il y a 1 milliard de véhicules en circulation. On ne pourra jamais faire des centaines de millions de voitures électriques ou à hydrogène. C'est la même qu'on peut faire en dernier exemple, par exemple, en parlant des voitures hybrides. Une voiture hybride consommera 43 kg de cuivre, quand une voiture classique n'en prendra que 20 kg. Et encore une fois, il nous reste 23 ans de stock de cuivre en consommation constante. Donc on voit bien que quand on parle de renouvelables et d'énergie propre, en fait, on ne fait que déplacer la dépendance des énergies fossiles vers les métaux, mais dans les deux cas, les limites géologiques prévalent. Dans ce contexte, on voit bien que la question de la croissance devient vraiment très difficile à mettre en œuvre. Parce qu'un taux de croissance de 2% pendant 100 ans, ça revient à augmenter la valeur de la production de 20 fois. Et si on continue ce taux de 2% pendant 300 ans, ce n'est pas incroyable à l'échelle de l'humanité, c'est même rien, ça fait qu'il faut augmenter la valeur de la production de près de 7000 fois. Encore une fois, dans le contexte qui est le nôtre, avec la raréfaction des ressources naturelles qui supportent nos civilisations, il est évident que tout ceci est une impasse.